Bonjour à tous, bienvenue dans ce live avec Monsieur K. Alors nous allons aborder divers sujets, divers thèmes. La chose qui m'est venue lorsque j'ai voulu faire ce live, c'était plusieurs choses, plusieurs constats, notamment l'état d'esprit général. Euh, Sans oublier évidemment que nous sommes, malheureusement, le parti des mauvaises nouvelles, le parti de la loose, des losers, puisque nous sommes aussi le parti, je dirais, ou le camp de la mendicité de manière générale. Donc nous avons des difficultés visiblement à sortir, à nous émanciper, si j'ose utiliser ce terme, de ce monde révolutionnaire, anticatholique et appliquant une politique de mort. Alors j'ai reçu notamment, Alain Escada sur la question, en fait de la résistance. J'ai reçu aussi récemment Stanislas Berton avec la question «Comment résister en 2024?» Donc la question avec Alain Escada était au final: à quoi faut-il s'attendre en fait? Quel est leur projet? Et ensuite, comment résister avec Stanislas Berton en 2024? Et là, nous allons poser la question, ou je vais poser la question à Monsieur K. Et la question est: que faire? Que faire de manière pratique pour justement sortir de cette idéologie de mort et nous permettre d'être indépendants financièrement, de fonder des familles et d'être dans le parti de la vie et de la vérité, mais pas seulement d'un point de vue théorique, mais aussi, je dirais, d'un point de vue pratique. Une autre chose aussi m'a permis de faire ce live qui m'a donné un peu la puce à l'oreille, c'était les réactions, je dirais, extrêmement virulentes lorsque j'ai annoncé que j'allais monétiser une vidéo avec Pierre Hillard. Donc pour rappel, la vidéo qui s'affiche à l'écran, c'est «Sionisme et mondialisme» et il y a, je crois, 45 ou 48 minutes gratuites et 2h40, donc le reste de la vidéo qui était sur mon espace Patreon et désormais aussi sur mon espace YouTube. Donc il y a eu un tollé général, malheureusement, où les gens disaient que je profitais, que je voulais me faire de l'argent sur Pierre Hillard, et cetera. Alors qu'il était parfaitement au courant et je pense même que je peux le dire, qu'il souhaitait aussi peut-être me soutenir d'une certaine manière. Car grâce aussi à son aura, aussi au fait qu'il soit connu, ça me permet aussi d'avoir des visibilités et éventuellement de lancer aussi, je dirais, la machine pour que les gens puissent me soutenir pour ce projet. Donc non, tollé général, voilà. Mais ce qui est regrettable, c'est qu'au final 10 € par mois, alors je peux bien que pour certains c'est beaucoup d'argent, aucun problème. Mais n'oublions pas aussi que ces mêmes personnes en règle générale, n'ont aucun problème à dépenser 10 €, pour du Netflix, pour des paquets de cigarettes, pour du McDo et autres choses extrêmement, je dirais, avilissantes, abrutissantes. Donc en gros, il y a aussi une question, je dirais, de pertinence, de cohérence, de colonne vertébrale. Où voulons-nous dépenser notre argent? Qui voulons-nous soutenir et pourquoi? Heu, il semble il semblerait, d'ailleurs, il y a un problème de cohérence dans notre camp. Donc comme l'a très bien rappelé aussi Monsieur K, dans sa conférence: «Avoir raison ne suffit pas». Tout simplement magistral. Avoir raison ne suffit pas. Et donc, nous devons, il me semble, bien réfléchir à cela. Comment mettre en place une vraie politique? Comment bâtir? Comment construire? Comment aller vers le positif, si je veux dire? Pas le positivisme, mais en tout cas, nous tourner vers le beau, le vrai, le bien. Alors, cher monsieur Kia, mille merci d'avoir accepté encore une fois mon invitation. C'est vraiment un privilège de vous avoir encore une fois. Merci de votre invitation, Xavier. On va se vous voyer, même si dans la vraie vie on se tutoie. On va se vous voyer par égard pour ceux qui nous écoutent. Et aussi pour mettre un peu de sérieux dans ce propos, qui je l'espère sera quand même
sinon divertissant, au moins agréable à entendre. Donc, on va essayer d'y mettre un peu les formes. La première chose, c'est que si on pose la question que faire, on peut pas faire l'économie de rappeler qui a posé cette question. Alors, il n'était pas le premier, puisque en fait, c'est la reprise d'un titre d'une fiction. L'auteur m'échappe là, mais c'est un nom russe à coucher dehors. C'était un roman très célèbre dans les milieux révolutionnaires qui mettait en scène un révolutionnaire parfait, le révolutionnaire idéal, quoi, vraiment le soldat politique qui n'avait ni personnel, presque pas de vie professionnelle, et qui était tout dévoué à la cause. Enfin, toute son énergie était tendue vers la révolution socialiste. Et ce roman était, dit-on, le roman préféré de Lénine. Et donc Lénine a repris ce titre. Que faire pour faire un petit fascicule pour essayer de répondre à la question, justement, qu'est-ce qu'il s'agit de faire quand on est un jeune révolutionnaire de tendance bolchevique dans la Russie des tsars, en gros. Nous allons adopter une méthode qui a été développée et employée par les marxistes-léninistes, mais qui depuis a été décalquée par d'autres, en particulier dans le monde de l'intelligence économique, c'est une chose qui est enseignée, et qui est ce qu'on appelle le cycle de la décision. Le cycle de la décision se décompose en plusieurs étapes. La première, c'est la critique. Alors, on peut prendre des exemples très concrets, mais ce sera juste pour illustrer, on va pas les élaborer. Mais prenons le cas de Mao Tse-tung, qui a justement été le principal artisan de la mise en place de ce cycle de la décision, qui encore une fois, je parle pas des contenus, on s'en fiche, là on parle vraiment que de méthode. La première chose, donc, c'est la critique. Et donc la critique, c'est souligner les contradictions. Par exemple, l'occupation de la Chine par l'Empire japonais. On a une situation. Donc on a une situation qui est au détriment des populations chinoises qui sont occupées. La situation est assez claire. On a affaire à un corps étranger. Donc c'est évident pour tous les Chinois qu'ils ont affaire à un problème. Ensuite, il y a l'enquête. L'enquête, Mao Tse-tung avait l'habitude de dire, avec cette habitude un peu chinoise, un peu confucéenne, d'employer des formules poétiques, il disait, pour cueillir les fleurs, il faut descendre de cheval. Alors c'est un peu ridicule, c'est un autre contexte culturel, c'est comme ça. Ça veut dire que pour faire l'enquête, il faut aller sur le terrain. Alors il y a bien des façons de faire une enquête, on n'est pas obligé d'aller exactement sur le terrain. On peut utiliser le travail des autres. Je pense par exemple ces dernières années, même si c'est pas parfait et que voilà, il y aurait beaucoup à dire, le travail de sociologues ou de géographes comme Emmanuel Todd pour la sociologie. Les géographes, on peut penser à Christophe Guilluy. On peut penser aussi à de la sociologie religieuse, comment le monde a cessé d'être chrétien, par exemple. L'auteur m'échappe là, mais bon, vous retrouverez ça facilement. Et c'est un petit peu cette méthode-là que j'ai utilisée dans des vidéos que j'avais données, par exemple, à Academia Christiana, pour essayer de comprendre où nous en sommes. C'est ça c'est la partie de l'enquête. C'est-à-dire, alors d'abord la critique, essayer de comprendre les contradictions auxquelles nous sommes confrontés. Ensuite, l'enquête. Donc, il faut lire pour comprendre quelle est la nature du terrain. Après l'enquête, l'action. Donc, on pourrait là parler, par exemple, d'une campagne. On fait une campagne en vue de, par exemple, pour reprendre le cadre de la Chine populaire, des organisations ouvrières, en vue de la libération de la Chine, de la présence des Japonais. Ils vont faire de l'agitation des élites, des élites intellectuelles, des élites patriotiques, de la bourgeoisie, etc., la bourgeoisie instruite, et ils vont faire de la propagande à destination des masses. Donc agitation à destination de groupes cibles et propagande en population générale. Après l'action, il y a le bilan. On voit ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. On voit ce qui n'a pas fonctionné et qui ne dépendait pas de nous, et on voit ce qui n'a pas fonctionné et qui dépendait de nous. Et pour la partie qui n'a pas fonctionné et qui dépendait de nous, on fait une autocritique. On a été insuffisamment formé, on a été imprudent. Et ensuite, une fois qu'on a fait le mouvement d'autocritique, donc qui ne consiste pas à se mettre en rond et de faire passer chacun à son tour au milieu du rond pour qu'il s'accuse d'avoir contracté volontairement la syphilis. C'est pas l'autocritique telle que l'a pratiquée vraiment le Parti communiste chinois. Mais c'est simplement un mouvement collectif, si vous voulez, avec des débats. C'est la raison pour laquelle les débats doivent être libres et absolument, il faut enlever les gants, quoi. Faut vraiment aller au fond des choses.
Et ça, c'est bon, on y reviendra peut-être une autre fois, mais c'est pas une chose qui est très présente par chez nous, si vous voulez. On va dire dans la contre-révolution ou dans la droite ou dans la dissidence, bon, ça recoupe pas exactement les mêmes réalités, mais le débat libre n'est pas la règle. Mais c'est très important qu'on puisse débattre parce que sinon on ne pourra pas faire ni une critique sérieuse, ni une autocritique et un bilan sérieux. Ensuite, après le mouvement d'autocritique, après la phase autocritique, on passe à la rectification, c'est-à-dire qu'on met en place les mesures pour corriger ce qui était insuffisant et qui dépendait de nous. Et il est très important aussi de ne pas se mêler les pinceaux. J'ai vu ça dans certaines organisations qui pêchent par un volontarisme excessif et qui croient qu'en fait tous nos échecs ne sont dus qu'à nos insuffisances. Ce n'est pas toujours vrai. On peut parfaitement faire les choses aussi bien qu'on le peut, même si rien n'est parfait, et donc commettre aussi des erreurs. Mais il y a une partie du réel, si vous voulez, qui est complètement en dehors de notre atteinte. Donc, il ne faut pas commettre cette erreur théorique qui consiste à tomber dans le volontarisme excessif et donc à croire que tout ne dépend que de nous et que si nous avions fait tout ce qui était nécessaire, alors nous aurions obtenu automatiquement un résultat. Donc, mouvement de rectification, on corrige, on retourne dans l'action donc et on corrige ce qu'il est possible de corriger pour rouvrir un nouveau cycle, si vous voulez. Ça c'est la dernière étape, on rouvre un nouveau cycle et on avance. Je vais donner un exemple, même si on peut avoir des désaccords. Il y a ce petit podcast très très sympathique, très provocateur, un peu nazi-punk, Oremus, qui, dans sa dernière émission, dans sa dernière livraison, par exemple, a passé un temps assez important à faire une autocritique du mouvement, de ce qu'ils appellent le tradistan, c'est-à-dire le monde de la tradition, qui est quand même, on va dire, le segment sociologique sur lequel on travaille tous, hein, et il faisait des remarques de nature philosophique, les marxistes diraient théorique, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes dans l'ordre des idées, les idées ne sont pas appropriées, cela conduit à de mauvaises conclusions, et par exemple à l'inaction. Un exemple qui les a beaucoup retenus lors de ce podcast, c'est la question des relations entre nature et grâce. Il faisait remarquer que la tradition est malheureusement affectée d'un surnaturalisme épidémique qui se retrouve à peu près universellement partout. Et comme l'émission se concluait sur ce slogan, le surnaturalisme, voilà l'ennemi. C'est-à-dire qu'en fait, ce surnaturalisme, dans l'ordre des idées, dans l'ordre des conceptions, ou même dans l'ordre des préconceptions, c'est-à-dire que c'est presque souvent à l'état de préjugé dans la tête des gens, conduit à tout un ensemble de problèmes, d'insuffisances, comme par exemple l'égoïsme, le fatalisme, et donc, par voie de conséquence, à l'inaction. À l'inaction collective, à l'inaction aussi personnelle, parce que si vous êtes plus ou moins persuadé des thèses, si vous voulez, mystico-dingo, un peu farfelues, du genre Marquis de la Franquerie, eh bien, vous attendez le grand monarque, et puis vous asseyez en attendant. Moi, je connais des gens qui l'attendent depuis des décennies. Hein. Et l'eau ne cesse de monter, si vous voulez, et il ne semble pas encore montrer le bout de son nez. Et donc là, on est vraiment dans de l'illuminisme, au sens où on est dans de l'illuminisme, au sens où c'est presque de l'ésotérisme, enfin de l'apparitionnisme, vous voyez, ce sont vraiment des maladies mentales, en tout cas des maladies psychologiques, des maladies de l'âme, qui viennent en fait, qui sont des systèmes de compensation pour, en gros, si vous voulez, se reposer sur la fin du film que l'on sait couronner de succès, quoi. Voilà un exemple avec ce petit travail qu'a fait Oremus de critique et d'autocritique qui cherche justement à essayer d'ouvrir des problèmes théoriques en vue de se libérer de ces freins et de retourner dans l'action. Voilà, je pense fallait dire un petit mot de cet aspect méthodologique. Maintenant, on peut passer, si vous voulez, à des choses plus substantielles.